Bienvenue à la Maison Luigi-Duvernay. La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal est très heureuse de vous recevoir ici. Vous savez, elle a créé la Fondation Maurice Séguin et c'est tellement important, la recherche, c'est tellement important, votre contribution, en fait, que vous faites à la société. Et c'est vraiment un honneur de vous rencontrer en présence. Peut-être qu'à 6 heures, le premier ministre Legault va nous arrêter pour demain. Fait qu'aujourd'hui, on est vraiment très chanceux. Donc, continuez votre bon travail. Vous êtes peut-être les prochains premiers ministres ou les prochains professeurs, ou en tout cas, continuez votre travail, votre recherche. Et continuez aussi à en parler autour de vous, de parler de de ces bourses qui sont offertes grâce à la Fondation Maurice Séguin. Alors, je me suis pas présentée, je m'appelle Marianne Alpin, je suis la présidente de la Société Saint-Jean-Baptiste. Et là, je vous présente la présidente de la Fondation Maurice Séguin, Josiane Lavallée. Alors, bienvenue. En tant que présidente de la Fondation Maurice Séguin, je suis très heureuse de vous accueillir dans la belle maison Luigi-Duvernay de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Comme vous savez, la Fondation Maurice Séguin, qui existe depuis 2018 et qui est l'héritière de la Fondation du Prix d'honneur, on en a parlé un peu tout à l'heure, qui a donné des prix sur l'honneur jusque dans les années 60-70, a comme mission d'encourager la recherche universitaire favorisant le développement national du Québec. Dans le but de remplir sa mission, bien entendu, elle a choisi d'octroyer des bourses à des finissants et finissantes comme vous, qui souhaitez publier les fruits de vos recherches à la maîtrise et au doctorat. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de remettre 4 bourses dans le cadre de notre concours de l'automne 2021. Tout d'abord, nous allons remettre la première bourse à Éric Daunet de Waal, qui a terminé un mémoire de maîtrise en histoire à l'UQAM avec le professeur Stéphane Savard sur la communauté de Thetford Mines et le Québec face aux problèmes économiques reliés à l'industrie de l'amiante 1964-1987. Donc, j'inviterai M. Daunet à venir nous dire quelques mots. Bonjour tout le monde, ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui, avant en effet un temps des fêtes qui va sûrement être moins agréable que ce qu'on avait prévu. Je veux tout d'abord remercier vraiment la Fondation Maurice Séguin pour 2 raisons principalement. Premièrement, au niveau personnel, j'ai l'impression que les membres du comité d'administration de la Fondation Maurice Séguin ont démontré de la confiance, de l'intérêt envers mon projet de publication de mon mémoire de maîtrise aux presses de l'Université Laval dans la collection autour de l'événement. Alors, merci beaucoup. Puis, deuxièmement, d'une façon plus générale, je veux les remercier de s'investir pour la recherche en sciences humaines, parce que souvent, on se sent un peu mis de côté en sciences humaines. Or, j'ai l'impression que c'est tellement important, là, en tant que société. Notre société, elle évolue tellement rapidement, puis des fois, on sent qu'on va un peu dans le brouillard vers l'avenir. Puis, j'ai l'impression que les chercheurs en sciences humaines, ceux qui se passionnent, qui donnent leur vie pour mieux comprendre l'évolution de nos sociétés, ils contribuent chacun à leur façon pour essayer de nous éclairer dans cette voie-là. Alors, merci de nous aider, de nous encourager. Alors, voilà. Merci beaucoup. Et malheureusement, on ne peut pas se donner la main. On va faire attention. Donc, je reviens. Ensuite, j'inviterai François-Olivier Chenet, qui a réalisé un mémoire de maîtrise à l'UQAM avec M. Alain Gagnon, et qui est intitulé « La nation québécoise à la lumière de l'évolution du concept de laïcité, de la Révolution tranquille à aujourd'hui ». Donc, félicitations, M. Chenet. Tout d'abord, merci beaucoup à la Fondation, évidemment, qui fait un travail nécessaire pour aider à rappeler la pertinence de la nation québécoise et de son évolution dans le passé autant que dans l'avenir.
Je je commencerai par le mot que François Legault avait sorti quand il avait présenté son projet de loi 21. C'était enfin, comme dans un soupir de soulagement, comme si la projet de loi allait terminer le débat. Les débats à la Chambre des communes cette semaine nous rappellent que le débat n'est pas encore terminé. Et donc moi j'ai décidé de travailler justement sur ce sujet très consensuel, la laïcité au Québec, et donc d'essayer de présenter un point de vue un peu plus balancé, nuancé. Et donc, mon espoir est de pouvoir recevoir une volée d'insultes, autant d'un côté que de l'autre. Si c'est le cas, ben, j'aurai réussi mon travail, je crois. Et donc, c'est l'objectif aussi de publier mon livre, c'est de tester cette théorie. Et donc, ben, évidemment, la laïcité est un sujet qui a été probablement le sujet politique le plus important des 15 dernières années au Québec. Et donc, je voyais un intérêt à revoir un peu ceux qui avancent le projet de laïcité vont souvent se réclamer de la Révolution tranquille. Ben, l'idée, c'était justement de voir quels sont les héritages de la Révolution tranquille dans les politiques de laïcité d'aujourd'hui. Pour le reste, ben, je vous inviterai à lire mon livre quand il sera publié. Donc, je voulais remercier la Fondation Maurice Séguin, puis aussi remercier mon professeur Alain G. Gagnon, qui m'a justement encouragé non seulement à publier mon livre, mais aussi à poser ma candidature pour la bourse. Donc, merci Alain et merci à la Fondation. Maintenant, j'inviterai Madame Catherine Martins, qui a effectué son mémoire de maîtrise à l'Université Concordia en sciences politiques avec le professeur Daniel Salé. Son sujet portait sur la réception des revendications autonomistes des Inuits au Nunavik par les partis souverainistes au Québec. Félicitations, Madame Martin. Et je tiens à le dire, encore plus parce qu'on n'a pas beaucoup de candidatures féminines. Fait que c'est à votre honneur. Donc, bonjour, merci énormément de me recevoir aujourd'hui. Donc, je vais vous parler un peu de mon sujet. Donc, effectivement, ça porte sur la réception des revendications autonomistes par les partis souverainistes au Québec. Donc, en fait, je m'intéressais vraiment à la manière dont les partis souverainistes se sont positionnés et se sont placés par rapport aux revendications des peuples autochtones en général, mais surtout des Inuits du Nunavik, parce qu'il y a vraiment un mouvement d'autonomie politique qui est très peu connu au Québec. Donc, le premier volet de ma recherche vise vraiment à visibiliser et documenter, en fait, tous les langues d'autonomie politique qui est au Nunavik depuis les années 60. Mais la grande partie de ma recherche vise surtout à voir comment ces rhétoriques-là ont évolué et ont traversé les preuves du temps. Donc, en fait, c'est une recherche qualitative. Donc, le premier volet, c'était d'analyser 14 documents d'archives entre 1978 et 1983. Donc, c'était surtout des échanges entre René Lévesque et différents dirigeants et chefs autochtones, mais aussi à l'interne, au sein, par exemple, du Parti québécois, en différents ministres, pour voir comment étaient compris et conceptualisées les revendications autonomistes des Inuits. Et ensuite, j'ai découvert 6 tangentes discursives que j'appelle. Donc, c'est des réflexes qu'il y avait souvent dans les discours. Et là, je voulais savoir si ces tangentes existent encore aujourd'hui. Donc, j'ai fait des entrevues avec différents acteurs souverainistes contemporains. Donc, j'ai parlé à Manon Mancé, et Catherine Torion de Québec solidaire. J'ai aussi parlé à Paul Saint-Pierre Plamondon, à Alexandre Cloutier, à Sylvie Birubé du Bloc québécois et à Catherine Fournier, à l'époque où elle siégeait encore comme indépendante à l'Assemblée nationale. Donc, j'ai fait ces différentes entrevues-là pour constater qu'effectivement, les discours des années 60 existent encore beaucoup aujourd'hui dans la rhétorique souverainiste, mais ça m'a aussi permis d'identifier des nouveaux thèmes qui sont désormais mis de l'avant. Donc, en gros, voici un peu mon sujet de recherche. Et oui, c'est ça. Je veux surtout profiter de cette occasion-là pour vous remercier. Honnêtement, des fois, quand on a certaines ambitions, c'est difficile d'être toute seule à croire en notre projet. Donc, de voir qu'il y a d'autres gens qui sont aussi enthousiastes que moi par rapport à ce sujet-là, ça fait super chaud au cœur. Et depuis le début de ma recherche, en fait, j'avais les ambitions de ratisser un peu plus large que la communauté académique, puisque pour moi, c'est important de vulgariser ces sujets-là, d'initier des discussions, de réfléchir à notre histoire collective, de redéfinir un peu comment on interprète l'histoire. Et donc, pour moi, c'est comme vraiment une occasion de sortir un peu du carcan universitaire.
Et là, ça fait comme 1 an que je travaille comme analyste de recherche. Je fais des sondages politiques chez Léger. Donc, ça serait vraiment facile de tourner la page puis là, commencer ma carrière. Mais on dirait qu'il y avait une partie de moi qui avait l'impression que je n'étais pas allée tout à fait au bout de ce projet de recherche-là. Puis j'avais envie d'investir mes énergies pour essayer de publier un essai politique, pour initier des discussions. Puis je pense que c'est encore tristement d'actualité, les enjeux autochtones. Il y a tellement à réfléchir. Puis c'est pas juste de compétences fédérales. Je pense qu'au Québec, on a beaucoup de responsabilités à prendre, penser aux ajustements de notre gouvernement, puis à l'harmonisation des rapports en autochtones et allochtones. Donc, bref, je crois vraiment que c'est un sujet qui, je pense, peut avoir des bénéfices à être discuté au Québec. Puis je vous remercie énormément pour votre support. C'est vraiment apprécié d'avoir des gens qui sont en moi. J'inviterai maintenant David Sanchagrin, qui a effectué sa thèse de doctorat à l'UQAM en sciences politiques avec, encore une fois, M. Alain Gagnon. Sa thèse de doctorat avait pour titre « L'avènement du nationalisme constitutionnel au Canada, une analyse socio-historique des champs juridiques et étatiques canadiens ». Je suis certain que votre livre va avoir beaucoup de succès. C'est un sujet, toujours de l'art. Merci. Dans un premier temps, je veux remercier bien sûr la Fondation Maurice Séguin, sa présidente, l'historienne Josiane Lavallée. D'ailleurs, j'avais beaucoup aimé le livre que vous aviez co-dirigé Contre la réforme avec M. Comeau, donc c'était pas prévu que je dise ça. Je voulais dire que c'est vraiment important le rôle que vous jouez parce que, on le sait très bien, il y a une anglicisation de la publication des productions scientifiques. Donc, c'est important encore de publier en français et de publier aussi des ouvrages visant un public plus général. Les idées universitaires, c'est pas juste entre nous qu'on doit se les partager, ça doit circuler dans la population aussi. Donc, pour ça, la Fondation joue un rôle qui est vraiment fondamental. Et c'est important aussi que des travaux qui pourraient traîner dans les bibliothèques poussiéreuses de l'université puissent sortir. Et ça permet aussi à des chercheurs de la relève, j'ai pas dit jeunes chercheurs parce que je ne suis pas un jeune chercheur, mais aux chercheurs de la relève justement de se faire connaître en fait si éventuellement ils veulent poursuivre dans leurs travaux. Je vais dire aussi un mot. On sait très bien que les études québécoises ont plus l'ascendant qu'elles avaient dans les années 80-90. Le contexte a changé. Maintenant, les embauches en études québécoises et canadiennes, c'est souvent des professeurs qui sont spécialisés en sociologie électorale, études quantitativistes. C'est intéressant, mais par exemple, si on veut étudier 1982, comment on est arrivé à 1982, les études quantitativistes n'ont pas grand-chose à nous dire. D'ailleurs, les sondages ont commencé plus à la fin des années 40. Donc, c'est une enquête socio-historique qu'il faut faire, une enquête de sociologie politique et historique qu'il faut faire. Et là-dessus, on peut s'inspirer notamment de Maurice Séguin, qui disait que finalement, il faut avoir une approche un peu plus structurelle, un peu plus relationnelle, si on veut comprendre un phénomène complexe. Lui, c'est la conquête. Moi, c'est comment est arrivé 82. Certains diront que 1982, c'est une forme de conquête pacifiée et constitutionnalisée, mais ça prend une enquête de long terme, une enquête historique. Moi, j'ai utilisé Pierre Bourdieu. J'aurais pu prendre Maurice Séguin. Pierre Bourdieu, on l'a identifié comme un sociologue de la culture, mais c'est aussi un sociologue politique qui a voulu comprendre comment l'État moderne s'est construit, donc comment différents courants ont joué pour que l'État moderne apparaisse, et le droit joue un rôle fondamental là-dedans. Pas le droit comme loi, pas le droit comme règle coercitive, mais le droit comme discours qui construit la réalité, comme droit qui légitime des pratiques, qui délégitime des pratiques. Donc moi, mon sujet, c'est m'intéresser à comment un groupe de penseurs et toutes sortes d'associations de défense des libertés civiles dans les années 30 ont commencé à dire que le Canada devrait se doter d'une charte des droits. Le Canada devrait être indépendant de Londres. Et le Canada devrait être animé d'un nationalisme canadien qui n'est plus britannique et qui conçoit que l'ensemble des individus qui composent le Canada ne sont que des porteurs de droits dans cette grande unité-là. Donc, je m'intéresse un peu à comment ce discours-là, très minoritaire dans les années 30, porté par des gens qui n'avaient pas des positions de pouvoir, a été finalement le discours qui a été porté par le premier ministre du Canada, Pierre-Éliott Trudeau, le juge en chef de la Cour suprême, Bora Laskin, et comment ces deux-là sont les héritiers de tout un courant. Donc, c'est pas Pierre-Éliott Trudeau, c'est pas le génie qui a accouché de la charte comme Jupiter a accouché d'Athéna. Il a hérité d'un travail sur les consciences, d'un travail de mobilisation, d'un ensemble de mouvements, d'acteurs à travers le temps. Donc, finalement, Trudeau, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est le dernier arrivé sur scène. Donc, c'est pas le génie, c'est le dernier arrivé sur scène.
Donc, c'est pas banal comme constat parce que si on se dit que Trudeau est un génie qui a fait advenir la charte, ça veut dire que finalement, quasiment 1982 et le rapatriement, c'est quasiment un accident de l'histoire et qu'il y a une place pour le Québec et accommoder le Québec dans le Canada. Par contre, si, comme je le pense, 82, c'est un mouvement historique de fond qui traverse l'histoire du Canada jusqu'à se cristalliser au sein de l'État canadien et à se parachever avec la réforme de 82, ben, c'est qu'il n'y a pas vraiment de place pour le Québec et que dès que le Québec va s'écarter des grands consensus et des valeurs canadiennes, il va se faire rappeler à l'ordre. Donc, monsieur a parlé de laïcité. Je pense que là, on voit bien, si on lit les éditoriaux des grands quotidiens canadiens anglais, on voit que le Québec est composé d'un groupe de bigots, de racistes, etc. Donc, il n'y a plus de nuances qui sautent. Donc, c'est un peu ça que j'ai voulu montrer, c'est que 82, c'est l'héritage d'une histoire très profonde et peut-être d'avoir un regard un peu à la Maurice Séguin, un peu plus structurel, relationnel, puis aussi de conjuguer plusieurs disciplines en même temps. Alors, je vous remercie beaucoup et merci encore à la Fondation.